En 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Ave les merlucius. Alors, merlucius, c'est une poiscaille qu'on appelle communément les merlus. Mais bon, dit comme ça, c'est tout de suite moins épique. Ah, vous êtes là. Et je vous parle pas des merlus par hasard, puisque c'est un poisson indispensable pour réaliser la salade César. Enfin, la version avec poisson. Quoi? Mais attends, c'est complètement tiré par les cheveux, là. En plus, c'est même pas César qui a inventé la salade César. Bon, ça suffit maintenant. Ok, qu'est-ce que je disais? Ah oui, César, un personnage incontournable de l'Antiquité, mais aussi un homme qui a eu une grande influence sur l'histoire, particulièrement l'histoire de France. Bah oui, parce que s'il n'avait pas conquis la Gaule, notre monde serait probablement radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Et qui sait, peut-être que la France n'existerait même pas. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il avait fait tout ça? Oui, moi je me suis déjà posé la question. Ah putain, il est infernal celui-là. Bref, et si je vous disais que la Gaule est passée sous le rouleau compresseur des Romains, c'est surtout dû à un seul homme et à son ambition. Est-ce que vous me croiriez? Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, sur ma chaîne de docu poissonfécond.tv, il y a 2 reportages du nom de Le Destin de Rome qui sont quand même assez proches de notre sujet du jour. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker. Le lien est juste ici et en description. C'est un très bon complément à la vidéo quoi. Sur ce, on est parti. Bon, eh bien, voyons pourquoi César a envahi la Gaule en CCCLX. Bon, en 360 secondes. Bien, mettons-nous en jambes, nous sommes dans les années 50 avant Jésus-Christ, et toute la Gaule n'est pas encore occupée, mais c'est un sacré bordel. Plusieurs dizaines de tribus gauloises désunies et plutôt agitées cohabitent dans le territoire qui est aujourd'hui le nôtre, la France. À l'exception du sud de la France, où les Romains sont déjà installés. Ils ont d'ailleurs fondé une province nommée la Gaule transalpine. Notre histoire commence donc lorsqu'un homme d'une quarantaine d'années est nommé par le Sénat pour administrer cette région. Et cet homme, eh bien, c'est un certain Jules César. Mais pourquoi le nommer lui spécialement? Bah en fait, ce petit Jules, il a un peu magouillé pour avoir le poste. Mais il ne l'a pas fait pour rien, car il a une idée derrière la tête. À l'époque de César, la République romaine est en pleine crise politique. Les guerres civiles et extérieures se succèdent sans qu'aucune faction ne parvienne à s'imposer. Cependant, un homme a réussi à remporter le soutien massif du peuple. Il s'appelle Pompée Magnus et s'est illustré par des succès militaires sans précédent. Il a notamment vaincu la révolte du célèbre gladiateur Spartacus et a repoussé les limites de l'Empire romain en fondant la province de Syrie. César et Pompée se connaissent. Seulement, même si César a une belle carrière, il ne pèse pas autant que Pompée. Et justement, il veut inverser la tendance et le meilleur moyen de le faire, ce serait en remportant une guerre qui dépasserait en prestige celle menée par Pompée. Et la Gaule, même si elle est un pays sauvage et dangereux, c'est aussi un territoire qui regorge de richesses et une route de commerce qui pourrait rapporter gros. En plus, une guerre permettrait de faire beaucoup de prisonniers qui sont autant d'esclaves potentiels qu'on pourrait revendre. Ah, en fait César il a tout intérêt à ce qu'il y ait une guerre en Gaule, comme ça il la gagne et il remporte un max de points de prestige. Ouais, c'est un petit peu l'idée. Mais au-delà des ambitions de César, les Gaulois et les Romains ont un certain passif. En fait, il faut dire que les Gaulois sont les seuls à avoir réussi l'exploit de conquérir Rome. Et il faudra attendre 8 siècles pour que ça se reproduise. Alors oui, c'est pas très connu, mais cette prise de Rome, même si elle date de plus de 300 ans, a profondément marqué les Romains. Et la paranoïa est alimentée parce qu'une cinquantaine d'années avant que César n'arrive en Gaule, des tribus germaniques ont fait des incursions au nord de l'Italie et ont mis de sérieux coups de pression à Rome. Ouais, mais les Germains et les Gaulois, c'est 2 peuples différents, non? Certes, mais bon, pour les Romains, c'est un petit peu du pareil au même. Tout ce qu'ils retiennent, c'est que toutes les menaces sérieuses viennent du nord. C'est le nord. Donc autant de raisons pour envahir la Gaule et la calmer une bonne fois pour toutes. Seulement, les Romains sont très superstitieux et pour eux, c'est une très mauvaise idée de déclarer une guerre sans raison, sous peine de perdre le soutien des dieux. César doit donc trouver un prétexte pour lancer sa campagne. En plus, s'il veut que le Sénat lui envoie des légions et de l'argent pour la campagne, il faut qu'il prouve qu'il y a bien une menace sérieuse en Gaule, ce qui, en réalité, n'est pas le cas. Devinez quoi? Non seulement il parviendra à convaincre le Sénat, mais en plus, il trouvera l'occasion parfaite pour déclarer la guerre. Du fait du déplacement des peuples germaniques, la petite tribu des Helvètes, qui peuple la Suisse, décide de quitter son territoire. Elle prévoit d'aller sur la côte atlantique, chez une autre tribu qui accepte qu'elle s'installe sur son territoire. Ce genre de migration n'a rien d'exceptionnel pour l'époque, 300 000 personnes prennent donc la route. Pour faire la migration, les Helvètes ont 2 choix, passer par le nord des Alpes, chemin pas très pratique et très long, soit passer par le sud et la vallée du Rhône, et donc par la province romaine. Ils demandent l'autorisation de passer à César qui
ne répond pas. Et il ne répond pas, mais il prépare ses armées et fait construire un mur là où les Helvètes ont prévu de passer. Comme ils veulent pas d'ennui avec Rome, ils font demi-tour et passent par le nord. Et du coup, pour César, c'est râpé pour lancer la guerre? Eh ben, absolument pas. Car pour passer, les Helvètes vont devoir traverser les territoires d'autres tribus gauloises qui sont des alliés de Rome. Et justement, ces tribus se plaignent auprès de César que les Helvètes commettent quelques exactions sur leur passage. Et ça, justement, c'est exactement l'occasion que César attendait. Il fait un rapport au Sénat et ce dernier déclare que la guerre est Un bellum justum. voilà, c'est-à-dire une guerre juste. Donc que les dieux sont ok pour la faire. Et donc ni une ni deux, César lance son armée contre les Helvètes. Ces types-là sont pas humains. Peut-être, mais ce sont les ordres de Jules César. Et il les... Attendez, je cherche un terme approprié. Il les bat? Non. Je dirais plutôt qu'il les défonce. Sur les 300 000 Helvètes qui ont pris la route, seuls 100 000 reviendront chez eux, la queue entre les jambes. En plus, c'est vraiment pas de peau parce qu'ils avaient cramé leur maison en partant pour éviter que les Germains s'installent dedans. Voilà, on peut dire qu'ils ont passé une bonne journée de merde et que César, leur a mis un gros stop. Ok. Jusque-là, je te suis, hein. Mais une fois qu'il n'y a plus d'Helvètes, il n'y a plus de menace. César ne peut donc pas continuer la guerre. Bien, c'est vrai, sauf que César va se servir des conflits larvés entre les Gaulois pour justifier la présence romaine en Gaule et donc continuer sa campagne. Et ça va marcher, le gars est malin, quoi. Il va progressivement battre plusieurs tribus, écraser toutes les révoltes et, en définitive... Toute la Gaule est occupée par les Romains. En fait, quand cette guerre des Gaules, comme on l'appelle, est terminée, César a largement accompli son objectif. Et il s'est même offert une virée au-delà du Rhin et a traversé la Manche, histoire de dire à ses contemporains... Eh les gars, regardez, j'ai repoussé les limites du monde connu, MDR. Et oui, puisque à l'époque, pour les Romains, la Germanie, en fait l'Allemagne quoi, et l'Angleterre sont des régions très lointaines et quasiment inconnues. S'ajoute à ça le fait qu'après la guerre, César, qui a personnellement mené ses hommes, a autour de lui 10 légions romaines expérimentées, plusieurs dizaines de milliers de soldats qui lui sont d'une fidélité totale. Il est devenu ce que les Romains appellent un imperator, un général victorieux au combat. Voilà, pour résumer, c'est un petit peu le dernier stade du swag militaire romain, quoi. Là-dessus, inutile de vous dire qu'à Rome, le Sénat est un petit peu en panique quand César rentre en Italie, accompagné de ses soldats au milieu d'un peuple qu'il adore. D'ailleurs, le Sénat avait bien raison de s'inquiéter puisque César ne se privera pas pour s'imposer politiquement. Côté gaulois, par contre, le bilan est lourd. Environ 1 million de morts et 1 million de prisonniers. Mais plus important que ça, la culture gauloise s'efface pour se transformer en culture gallo-romaine. Car, au passage, César a fondé des villes où s'installent ses vétérans. En fait, c'est un tel tournant pour la Gaule que, d'après certains historiens, cette histoire des Gaules n'est autre que le premier épisode de l'histoire de France. Et bien voilà pour le destin des Gaulois. Et je rappelle que si vous voulez plus d'infos sur le sujet, vous trouverez le destin de Rome parmi plein d'autres choses sur ma chaîne de docu poissonfécond.tv. Sur ce, la Poiscaille, à très vite.